C'est l'heure du face-à-face cette semaine entre David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Chirac, Sarkozy, Hollande, victime des grandes oreilles américaines, révélation de la suite du feuilleton Wikileaks. Pour les dirigeants français, est-ce réellement une surprise? Sans doute pas, car il y a un an, on avait déjà appris qu'Angela Merkel était écoutée par la NSA. François Hollande a convoqué ce matin un conseil de défense et a fait savoir par la voix de son porte-parole qu'il s'agissait de faits inacceptables. Alors la question, dans le fond, c'est ce mécontentement. Est-il réel ? Parce que, d'abord, l'Amérique est un allié et puis qu'elle est connue pour sa parano, ou bien on s'offusque publiquement de choses dont on sait qu'elles existent depuis longtemps. Alors, bien sûr, il y a une part de rite ou de théâtralité, de mise en scène dans cette réaction. Mais ce qu'on peut constater depuis ce mercredi matin, c'est que sur l'échelle de Richter de la protestation diplomatique, on est quand même relativement haut. Pourquoi ? Parce qu'il y a les mots inacceptables qui sont prononcés dans le communiqué. Oui, mais sinon, il y a l'ambassadrice des États-Unis qui est convoquée ce mercredi au Quai d'Orsay. Il y a un déplacement qui est prévu des chefs des services de renseignement et notamment de la DGSE aux États-Unis dans les prochains jours. Donc on n'est pas non plus dans le circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, c'est vrai qu'on est là encore tout de même dans un cadre diplomatique extrêmement défini. Et que, évidemment, on ne va pas prendre le risque de se fâcher durablement ou sérieusement avec nos alliés américains, dont je rappelle qu'on fait actuellement plus de 2 siècles d'alliances militaires et politiques sans faille, puisque nous n'avons jamais été ennemis, et qu'en ce moment, l'Hermione, qui est le bateau qui avait soutenu les insurgés américains, est actuellement fêté aux États-Unis. Donc on verra, ça percute David. un petit peu. On verra, David. D'ailleurs, on le vérifiera vite. Est-ce que c'est une protestation feinte, j'allais dire non, diplomatique, c'est une protestation diplomatique assez élevée sur l'échelle. Diplomatique et même élevée, ou est-ce que on a dépassé la théâtralité Non, on n'a pas à ce stade dépassé la théâtralité. On le verra rapidement, puisque finalement, le premier acte diplomatique ou les premières représailles qui pourraient se produire de la part de la France, c'est probablement d'ici la fin de semaine et jusqu'au 30 juin avec la grande négociation sur le dossier iranien, où on sait que la France était un peu réticente, mais là on peut voir justement apparaître peut-être cette fois-ci une rupture de confiance entre la France et les États-Unis. On le vérifiera, parce qu'au moins là ce sera un élément de vérification. Est-ce qu'on est durablement, est-ce qu'on se fâche avec les Américains, ce qui est une brouille, comme on dit dans le langage diplomatique. Ça avait été le cas quand même entre Angela Merkel et Barack Obama, qui ont été brouillés plusieurs mois. Merkel l'avait un peu beaucoup plus théâtralisé. On verra comment François Hollande... Est-ce qu'on rend compte que ces services secrets, en tous les cas, elle aussi... En tous les cas, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le timing aussi de ces révélations qui interviennent... Enfin, des révélations, pardon. Non, mais des révélations, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on pouvait se douter vu ce qui a déjà été révélé s'agissant des Allemands. Donc, effectivement... C'est une demi-révélation, si on va dans votre sens, Roselyne. Mais non, mais sur le fait, sur ce qu'on apprend. Ce qui est intéressant, c'est sur le timing. C'est-à-dire qu'on l'apprend là, donc entre 2006 et 2012, à quelques jours d'une négociation très importante. Oui, et pas de secret d'État. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il est l'homme providentiel qui peut sauver le monde de la crise... De même, tout le monde il le disait déjà lui-même. De François Hollande avec les dirigeants du SPD était connue et suivie de tous. De même que cette réunion sur la Grèce et la préoccupation de François Hollande sur la Grèce. Je ne crois pas du tout qu'il faille joindre ce dossier avec la négociation iranienne. Ce type de relation... On peut s'interroger sur l'opportunité de ces révélations. Elle se traite plutôt en bilatéral d'ordinaire. C'est vrai que les Français font très attention à ce qu'ils se disent dans les anciens diplomatiques, y compris les représentations diplomatiques françaises à l'étranger, dans les déplacements à l'étranger, dans leur conversation téléphonique. Je veux dire, les tonalités ce matin au Quai d'Orsay, à la Défense, à l'Élysée, c'est vraiment pas une surprise. D'une part, sur les pratiques, c'est ce qu'ils vous ont dit. Oui, absolument. On se méfie tout à fait des Américains depuis de longues années. Et la deuxième chose, c'est effectivement, Roselyne, ce que vous disiez, c'est que notamment sur les révélations ayant trait à François Hollande, il n'y a absolument
pas de secret d'État, pas de menace sur la sécurité nationale. Ce qui veut pas dire que, par ailleurs, les Américains ne nous ont pas aussi écoutés sur ces dossiers-là. C'est simplement ce qui est sorti dans la presse. Et sur d'autres dossiers, puisqu'on sait que Wikileaks, finalement, aussi, ce sont des révélations au compte-gouttes et on ne connaît jamais l'intégralité forcément de tout ce qui est destiné à être un feuilleton. On ne le sait pas. Ça peut devenir un feuilleton embarrassant pour les 3 présidents visés, puisque c'est quand même 3 présidents de la République, puisque ça commence à Jacques Chirac, mais pour sa dernière année de mandat, l'intégralité du mandat de Nicolas Sarkozy, et puis le début de celui de François Hollande. En tous les cas, dans ce qu'on nous donne comme borne dans le temps. C'est effectivement un feuilleton, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement les épisodes se suivent et se ressemblent beaucoup. Je rappelle que Laurent Fabius, à l'époque des dernières révélations, c'était en octobre 2013, avait convoqué l'ambassadeur de l'époque des États-Unis au Quai d'Orsay pour une admonestation officielle. Là, c'est encore le cas aujourd'hui. On avait employé de même exactement les mêmes termes, les mêmes mots, inacceptables, inadmissibles. Là, on a ajouté le Conseil de défense. Voilà, on a ajouté le Conseil de défense, qui est aussi une mise en scène un peu plus sérieuse par rapport à ce qui Il n'y a pas eu de prise de parole du président de la République. Vous voulez dire que la prochaine fois, il y aura une prise de parole du président de la République? Je ne pense pas que le président lui-même aille jusqu'à s'exprimer personnellement. En revanche, le communiqué est ferme, mais je constate que, comme je le disais, on est assez haut sur l'échelle de Richter. On est assez haut. On n'est pas non plus. On est assez haut. Ils n'ont pas demandé des excuses. Absolument. Dans le communiqué, ils n'attendent pas des excuses du président des États-Unis. Simplement à ce que les engagements soient respectés. Or, ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que les engagements ont été pris, plusieurs mois puisqu'il s'agissait de la dernière visite du président Hollande à Washington, visite d'État en 2014, et que le Barack Obama lui avait assuré que tout ceci était fini. Or, alors c'est des faits. Est-ce qu'il maîtrise tout ça? Est-ce qu'il maîtrise tout ça? Le renseignement, est-ce que ça peut se faire? Ce renseignement, la CIA, le FBI, la NSA, etc. Est-ce que c'est une entité qui... Il y a quand même un système... qui est indépendante du pouvoir... il y a quand même normalement des systèmes de contrôle parlementaire. Donc, qui sont plus importants que chez nous. Donc ça veut dire quand même que c'était connu au-delà du seul cercle de la Maison-Blanche. Donc ça pose quand même des questions. Et c'est pour ça que on peut même se dire finalement que le communiqué de la France est un peu en dessous de la main par rapport au nombre de personnes qui sans doute étaient au courant aux États-Unis. Oui. J'ajoute que dans le timing, je m'interrogeais sur le dossier iranien, il y a aussi simplement notre propre timing français. C'est aujourd'hui là, le vote sur la loi renseignement, loi très controversée, qui en gros, pour faire simple, permet à la France de faire la même chose. Hein, parce que finalement, même si la France le fait sans doute, là, elle aura presque un cadre légal pour le faire, puisque le pouvoir judiciaire sort du système des écoutes. Enfin, je simplifie à grands traits, mais c'est vrai qu'on peut aussi s'interroger sur ce timing. Et ce qui est intéressant sur cette loi renseignement, c'est qu'il y a quand même un point noir, enfin une zone d'ombre, on va dire, sans jeu de mots sur cette loi, c'est justement les interceptions de sécurité, la surveillance et les opérations à l'extérieur. Or, c'est précisément ce que nous font les Américains et que visiblement le texte n'a pas prévu. En revanche, sur l'aspect diplomatique, un diplomate ce matin m'expliquait qu'il y aurait vraisemblablement pas de brouille sérieuse, pas de dispute, que c'était un petit peu comme dans un couple, vous savez, quand on est très amoureux mais qu'il y a une infidélité, eh ben, on met en scène une dispute, on met en scène le fait qu'on ça veut dire proteste, mais on reste toujours ensemble. C'est un élément supplémentaire de l'alignement de la France sur les États-Unis en matière de politique étrangère. Enfin, honnêtement, depuis le début du mandat, c'est quand même ce qui apparaît dans de nombreux dossiers. Et puis c'est lié à l'avancement technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accès... les États ont accès aux écoutes aussi. Et voilà. Mais la question suivante, c'est, dans le fond, c'est... la moitié, le système des écoutes aux États-Unis, le coût représente à peu près la moitié du budget de la défense de la France. Ouais. Mais c'est quoi leur intérêt? Dans le fond, c'est quoi? C'est de jouer les concierges, de savoir... non, parce que franchement, écouter Nicolas Sarkozy pour qu'il dise je ne sais qu'il est... voilà, qu'il est l'homme qui peut sauver le monde de la crise, ou qu'effectivement c'est-à-dire que ça donne quand même un avantage au président américain. Quand tous les représentants étrangers arrivent dans son bureau, il sait déjà ce qu'ils vont leur dire, donc ça lui donne quand même un sacré avantage. Ça donne beaucoup d'éléments de contexte, des éléments psychologiques sur la personnalité de tel ou chef d'État ou de gouvernement. Ça donne évidemment beaucoup d'éléments sur toutes les négociations diplomatiques et surtout économiques, parce que l'espionnage aujourd'hui, il est avant tout industriel et économique, dans l'obtention des marchés, dans les négociations commerciales, dans le traité
TAFTA actuellement transatlantique qui est en négociation. Tout ceci, ce sont des armes extrêmement importantes et la moindre information, le moindre renseignement peut être utilisé au profit des États-Unis dans ce type de négociation. Donc aucune info, aucun renseignement n'est à mettre de côté. Chacun d'eux peut constituer une arme dans la négociation. Alors, on va parler, il nous reste 3 minutes, du cas Taubira. Cette semaine, elle a fait rire toute l'Assemblée. On n'a pas le temps de passer l'extrait, mais elle a dit dans une interview, elle a fait entendre que si sa loi ne passait pas sur la justice des mineurs, eh bien, elle n'assumerait pas cette défaite. Ouais. En gros, je m'en vais. Est-ce que cette ministre joue de sa position, on va dire, de diva, d'enfant gâté du gouvernement? Parce que quand Delphine Batho avait dit je m'en vais si mon budget n'est pas à la hausse, je prends la porte et on lui a montré la porte. On l'a pas retenu et on l'a oublié. Alors, est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Est-ce que Taubira est protégée par les attaques qu'elle a eues, son talent oratoire? Moi, je crois que Christiane Taubira est à la fois devenue l'icône et le boulet de la gauche. C'est aussi simple que ça. Elle est dans une position absolument incroyable. Elle est l'icône, donc du coup, François Hollande en a besoin, puisque bon, il s'est quand même débarrassé de beaucoup de personnalités qui pouvaient être attractives pour la gauche, surtout lui faisant une politique qui ne correspond pas à ce qu'il avait en partie promis en 2012. Arnaud Montebourg est parti, Benoît Hamon est parti, un certain nombre de personnalités sont parties. Il reste Christiane Taubira, qui restera pour ce quinquennat la personne qui a fait passer le mariage pour tous, qui est la mesure emblématique. Ça lui a construit une personnalité. Moi, je critique fortement sa politique judiciaire, et c'est là où elle devient le boulet. C'est qu'on voit bien qu'elle est gênante pour Manuel Valls et pour l'autre aile de la gauche, qui trouve justement que sa politique, notamment sur la délinquance des mineurs, ne correspond pas à ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, ils retiennent le dossier et freinent des 4 fers. Et Christiane Taubira nous fait son numéro de claquette sur « Retenez-moi ou je fais un malheur » tous les 2, 3 mois, 4 mois. Icône ou boulet? Un petit peu, Bruno, parce que sur l'échelle de Richter des ministres, si l'on regarde ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat, il y a beaucoup de ministres qui ont fait scandale, tempêté, menacé. Je pense notamment à Arnaud Montebourg et à d'autres. Et ils sont dehors. Mais Christiane Taubira, elle a toujours fait avec un petit peu de subtilité. Certes, il y a eu beaucoup de gestes, de signes, mais elle n'a jamais fait d'interview dans la presse pour dire attention, je vais partir. Elle a fait des pressions, notamment. Non, reprenez les dossiers. Elle va à La Rochelle après elle fait des gestes après les frondeurs, mais je vous mets au défi de trouver une phrase dans la presse qui soit vraiment dans cette logique-là. Merci David, merci Bruno. On en reparlera plus longuement peut-être. Merci en tout cas à vous deux. Et puis on se retrouve bien sûr comme chaque semaine, donc mercredi prochain. Merci. Europe Now. Welcome to Croatia for this new season of Europe Now. Have young Europeans really turned their backs on the European project? Well, we want to hear from Europe's new generation. We'll give young Europeans a unique chance to talk directly to their EU MPs. They'll share their hopes and fears for the future. Europe Now, en France 24, en France24.com.